Salut à tous, aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Florence. Salut Florence. Bonjour Marion. Et il y avait un sujet que je voulais aborder depuis longtemps, je voulais creuser un peu plus. C'était au sujet de l'adaptation de l'humain, justement, dans l'espace. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de missions. On projette quand même d'aller sur la Lune et en plus sur Mars. Bah ce serait pas mal, ouais. Voilà. Parce qu'on en a marre de tourner en rond autour de la Terre depuis 20 ans, ça va bien. Qu'on retourne sur la Lune un petit peu. On n'y est pas depuis 72, hein. Donc non, c'est pas possible. Oui, on va retourner sur la Lune dans les prochaines années, peut-être avant 2030 sans doute, les Américains au moins. Okay. Et puis une mission vers Mars, alors là on n'a toujours pas de date. J'espère voir ça de mon vivant, en espérant que je vivrai très vieille. Mais pour l'instant, pas de date pour Mars, mais en tout cas, la Lune arrive avec l'émission Artemis de la NASA. Et donc justement, en parlant de toutes ces missions, je voulais parler avec toi de l'entraînement, que ce soit aussi bien physique que psychologique, des astronautes qui partent en mission. C'est pas anodin de partir dans l'espace, ne serait-ce que parce que le corps humain a évolué sur une planète, avec une gravité qui est la gravité de la planète Terre. Et donc c'est 200 000, 300 000 années d'évolution. Et donc quand on envoie un corps humain dans un endroit où il n'y a plus de gravité, ben forcément il n'est pas adapté. Parce qu'il n'a pas évolué pour s'adapter à de telles conditions. Évidemment, il s'adapte, mais il s'adapte plus ou moins bien selon ce dont on va parler, le cerveau, le cœur, les muscles, les os, la vue, que sais-je. Alors évidemment, la psychologie, c'est encore autre chose. Ça fait vraiment partie du métier d'astronaute, d'être cobaye, enfin sujet, on va dire, sujet d'expérience sur le corps humain. Et donc j'imagine que même dans leur process de sélection, oui, il y a à mon avis une armée de médecins qui sont là et qui sont en train de leur faire passer des tests. Ils sont tous en bonne santé, en très très bonne santé, bien portants, musclés, sportifs. Ils sont obligés d'avoir une hygiène de vie irréprochable, de faire du sport. Vraiment, il faut le corps humain le plus optimal possible. Et effectivement, une fois dans l'espace, il peut se passer des choses qu'on n'imagine pas. Par exemple, des virus peuvent se réactiver alors qu'ils étaient en dormance sur Terre. Enfin, il y a des tas d'expériences dans tous les domaines de la santé et de la physiologie humaine qui sont faites depuis des dizaines d'années, depuis qu'on va dans l'espace en fait. Et donc en règle générale, combien de temps avant les astronautes doivent se préparer avant de partir en mission par exemple? Plusieurs années. Thomas Pesquet, c'était 7 ans. En fait, un astronaute, c'est un opérateur d'expériences scientifiques, donc il faut qu'il apprenne à faire toutes les expériences scientifiques qu'il doit faire en orbite. Donc pendant l'entraînement, ils apprennent à manipuler les expériences qu'ils vont faire en impesanteur. Ils font des entraînements en piscine pour, au cas où ils doivent faire une sortie extravéhiculaire, donc une sortie dans l'espace pour réparer la station, pour faire de la maintenance. Bref, c'est énormément de choses qu'ils doivent apprendre, d'autant plus que ces dernières années, il fallait aussi qu'ils apprennent le russe, parce qu'il n'y avait pas de possibilité de partir sur des fusées américaines. En gros, les deux facteurs prédominants qui impacteraient le physique de l'humain, ce seraient justement donc, les micro-rayonnements et les rayons cosmiques et l'absence de gravité. C'est ça, c'est vraiment les deux gros problèmes principaux, sachant que les rayons cosmiques, tant qu'on reste dans la Station spatiale internationale, c'est pas vraiment un problème parce qu'on reste dans le champ magnétique de la Terre, on n'est vraiment pas très loin autour de la Terre, on est à 400 km seulement. Donc c'est pas vraiment un problème pour la Station spatiale internationale, même s'il faut vérifier quand même les doses de rayonnement que les astronautes reçoivent, exactement comme tous les personnels navigants, par exemple les pilotes, les hôtesses de l'air, etc. En revanche, il peut y avoir des éruptions solaires là, qui envoient des flux de particules très énergétiques, et dans ce cas-là, les astronautes peuvent se mettre dans un endroit dans la station qui est beaucoup plus protégé et où ils peuvent rester quelques heures le temps que l'éruption solaire passe. D'accord. L'absence de gravité, en tout cas la micro-pesanteur, c'est plus juste de dire micro-pesanteur, ça c'est un vrai souci parce que ça a des impacts très directs et tout de suite sur le corps humain et sur la santé. Quand tu parles des impacts que ça a sur la santé, par exemple, c'est au niveau du cœur, des muscles, des os, de tout. En gros, ça impacte tout le corps humain et c'est vrai qu'il y a notamment une atrophie des muscles. Quand on est dans la Station spatiale internationale, on flotte et on n'utilise aucun muscle puisqu'on n'a plus de poids, on ne sent plus notre propre poids. Ce qui fait que sur Terre, on utilise nos muscles, c'est que pour se tenir debout, pour pas tomber tout simplement, on est obligé d'avoir des muscles dans le dos, dans les jambes, pour lever le bras il faut des muscles, voilà, on utilise nos muscles tout le temps pour tenir notre tête qui est très lourde, il faut des muscles dans le cou. Quand on n'a plus de poids, on n'a plus besoin de muscles pour tenir tout notre corps et nos membres. Donc en fait, les muscles
s'atrophie puisqu'on n'en a plus besoin. Donc ce qu'il y a, c'est que pour éviter l'atrophie complète, qui serait dangereuse, les astronautes sont tenus de faire 2 heures de sport par jour. D'accord. Et alors les muscles fondent quand même, on voit dans les jambes des astronautes à la fin de leurs 6 mois de mission, ils ont plus beaucoup de muscles. Ils ont des jambes toutes minces, toutes maigres. Et donc là, tu parles du système musculaire et qui est quand même rattaché au système squelette, au squelette, donc aux os. On parle souvent d'astronautes qui justement ont eu de l'ostéoporose très rapidement après leur mission et qui est réversible en fait quelque part. Et les astronautes ont leurs os qui se décalcifient, enfin c'est le principe de l'ostéoporose, et ça en version accélérée. Donc en fait, les astronautes sont des cobayes un petit peu version accélérée de ce qu'on vit quand on est âgé, et donc c'est une sorte de laboratoire accéléré pour pouvoir développer des médicaments. Et effectivement pour eux c'est réversible parce qu'ils reviennent sur Terre, tout redevient normal à peu près au bout d'un certain temps. Et je rebondis justement sur les impacts dans les missions Lune et Mars. À venir. Ça veut dire que sur 6 mois de trajet, l'humain va vivre plusieurs phases dans son voyage, quoi. Oui, mais ça, on les connaît bien, parce que les missions dans la Station Spatiale Internationale durent 6 mois. Alors, il y en a qui durent plus longtemps, hein. Il y a Scott Kelly, par exemple, a fait une mission d'1 an. Et il y a des astronautes russes qui ont complètement explosé ces records-là. On sait très bien comment gérer psychologiquement une mission de 6 mois. C'est-à-dire qu'au début, on est super enthousiaste, on a envie de bien faire, on a la patate, on a attendu ça depuis des années, on est entraîné pour, etc. et ça se passe bien. Et puis, il y a un petit ventre mou, ça dépend des gens, mais il y a un ventre mou, on a un peu moins d'énergie. Et puis, quand la fin de la mission arrive, on a un regain d'énergie en se disant il faut que j'en profite, parce que c'est quand même une chance énorme et qu'on a envie d'aller au bout des objectifs de ces missions, de remplir les objectifs tout simplement. Donc je pense que pour un voyage vers Mars, ça sera la même chose. Au début, c'est l'excitation, on va vers Mars, etc. On a des choses à faire, etc. Puis à un moment, la routine, tout simplement la routine. Hein. Donc je pense qu'il y aura la même dynamique, en tout cas psychologique, lors d'un aller et puis d'un retour vers Mars, que dans 6 mois vers l'ISS. Parce que tout ça, c'est de la psychologie humaine. Après, en termes de simulation, quand on voit les missions ICES ou Mars 500... Oui, effectivement. Donc il existe plusieurs missions de simulation de séjour martien. Donc ICES est organisé par la NASA, ils ont un dôme sur le volcan d'Hawaï. Il y a la Mars Society aussi qui fait ça dans la Mars Research Desert Station, donc dans le désert de l'Utah, où je suis allée pendant 15 jours. Et il y a eu effectivement la mission Mars 500, c'est pour les 3 les plus connus. Et effectivement, ces données sont utilisées par les agences spatiales pour préparer les futures missions de longue durée. Donc on simule ce qu'on peut sur Terre, il y a des choses qu'on ne peut pas simuler, mais ce qu'on peut simuler, on essaye de simuler pour accumuler les données et essayer d'envoyer des astronautes dans de futures missions de longue durée dans les conditions de sécurité les plus optimales possibles. D'accord. Et toi par exemple dans la mission que tu as faite pendant 15 jours, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Ouais, il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'on mangeait comme les astronautes, c'est-à-dire qu'on avait toute notre nourriture lyophilisée, et donc la viande, les légumes, tout. Pas pour l'instant, merci. Donc on réhydratait, on mettait de l'eau, mais tout était mou, tout avait la même texture, ça n'avait pas le même goût. On voyait bien que c'était des petits pois ou du bœuf, voilà, mais tout était mou, tout avait la même texture. Et en fait, moi, au bout de 15 jours, j'ai mangé des chips, alors que je suis pas fan de chips, mais j'avais besoin de manger des chips pour sortir du croquant sous la dent. Et vraiment, c'était devenu un besoin, limite une idée fixe, quoi. Et c'était que 15 jours. Hein. Donc c'est une sensation que tu avais envie de retrouver. Oui, mais c'est aussi un truc psychologique de quand on mange, on a besoin, on a des dents, quoi. On a évolué avec des dents, pas avec des espèces de gencives comme les bébés. Je comprends pourquoi, dans des conditions aussi extrêmes, des fois un truc aussi bête peut devenir une idée fixe et peut devenir vraiment peut-être un souci. Parce que moi c'était que 15 jours et j'étais sur Terre, hein, tout allait bien, mais une mission de 3 ans vers Mars, ça peut devenir un problème psychologique compliqué à traiter si jamais il n'y a pas de solution. Et par exemple, dans la santé mentale, vous aviez des médecins, j'imagine, qui étaient avec vous, vous aviez des psychologues Et il n'y avait pas de psychologue dans l'équipage, mais il y avait une médecin, D'accord. Et donc, du coup, qui prenait soin de savoir comment est-ce que vos journées se passaient, comment... Donc, vous aviez des fiches à remplir, enfin des choses comme ça, des rapports. Alors, tous les soirs, on devait renvoyer un questionnaire sur nos relations avec les uns les autres, et ensuite, ils faisaient des espèces de schémas pour voir comment les dynamiques de groupe changeaient et comment au fur et à mesure des 15 jours. Donc, c'était très intéressant.
Ça me fait penser à une expérience qui avait été mise en place par Christian Clot, qui est un explorateur et qui justement regarde comment est-ce que l'humain s'adapte dans des conditions extrêmes. Il a fait descendre sous terre une quinzaine de personnes pendant 40 jours. Sans montre, j'imagine. Sans rien. Et en fait, il a regardé un petit peu comment est-ce que ça fonctionnait. C'est impressionnant. Mais oui, mais ce genre de petit groupe de personnes dans des conditions extrêmes, il n'y a même pas besoin d'aller dans une grotte. Enfin, je veux dire, un sous-marin nucléaire, enfin voilà, c'est des gens qui ne savent même pas en plus où ils sont sur Terre. C'est classé secret défense, donc les gens dans le sous-marin n'ont pas le droit de savoir. Il y a aussi les hivernages à Concordia, par exemple, hein, ou dans toutes les bases de l'Antarctique. Concordia, qui est la base franco-italienne, qui est habitée toute l'année, mais pendant les mois d'hiver, on ne peut ni sortir du continent, ni y rentrer. Donc s'il y a un souci, ils sont livrés à eux-mêmes. Je me souviens qu'il y a quelques années, dans une des bases comme ça, la médecin, au début de l'hivernage, s'était découvert des grosseurs au sein. Ouais. Elle a dû s'opérer elle-même. Parce que les 9 mois suivants, elle ne pouvait pas sortir. Elle avait peur que ça se développe en cancer ou je ne sais quoi. Donc, mentalement, il faut être quand même programmé et vraiment, les hivernages en Antarctique, c'est ce qu'on fait de plus extrême. Et même, c'est plus extrême qu'une mission dans l'ISS. S'il y a un problème dans l'ISS, on retourne dans son vaisseau, on peut rentrer sur Terre en quelques heures. S'il y a un problème pendant un hivernage à Concordia... Ouais, c'est foutu quoi. Ouais. J'ai aussi entendu dire qu'on était en train de travailler sur le fait de construire des vaisseaux dans lesquels on pourrait recréer une gravité terrestre. Oui, en fait, depuis qu'on envoie des humains dans l'espace, on pense à ça. Il n'y a pas d'impossibilité technique, c'est juste qu'il faut effectivement les développer, mettre l'argent. Je pense qu'on ne l'a pas fait parce que ça coûte trop cher et parce qu'on n'avait pas l'utilité. Mais ce serait effectivement très utile pour aller vers Mars, parce que ça évacuerait tout le problème de la santé lié à l'absence de gravité. On pourrait imaginer un système dans lequel on part avec une gravité terrestre à l'intérieur du vaisseau, qu'on réduirait progressivement pour arriver au bout de 6 mois à être adapté déjà à la gravité martienne avant même d'avoir posé le pied sur Mars. Ce ne serait pas j'ai vécu 40 ans sur Terre, je fais 6 mois avec une gravité égale à 0 et j'arrive sur Mars et la gravité elle est à 1/3 de celle de la Terre. Ça réglerait beaucoup de problèmes. Maintenant, ça coûte très cher et c'est des technologies qu'on ne maîtrise pas encore. Il y a une mission sur Mars. Comment est-ce qu'aujourd'hui les scientifiques peuvent certifier le fait que les réflexes, les automatismes des astronautes seront les mêmes que sur Terre pour gérer un vaisseau? Un aller vers Mars durerait 6 mois. Ouais. C'est la durée d'une mission dans l'ISS, on fait ça depuis 20 ans. Maintenant, ce qu'on ne pourra pas simuler du tout, c'est l'impact psychologique de quitter sa planète, d'aller vers une autre et de faire un voyage dans le vide interplanétaire sans plus voir la Terre ni voir encore Mars. Ça, on ne pourra pas le simuler. On ne voit plus la Terre parce qu'elle est trop loin derrière nous, on ne voit pas encore Mars parce qu'elle est trop loin devant nous. Les étoiles qui sont très très loin sont donc fixes dans le ciel. Et donc pendant quasiment 6 mois, ils auront l'impression de faire du surplace. Mais alors évidemment, il y aura tous les instruments en disant vous êtes à tant de kilomètres de la Terre et tant de kilomètres de Mars. Et ici, il y aura peut-être une carte avec vous êtes ici qui avancera. Mais sinon, non, en regardant par le hublot, non, on aura l'impression de ne pas bouger, ça c'est sûr. Quel sera l'impact sur la psyché humaine ? Mais moi, ça m'affole pas vraiment, en fait. Ils savent quand ils partent, ils savent quand ils reviennent. Tout est calibré et leur emploi du temps, il est calibré à la seconde près. Hein. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque les agences spatiales pour envoyer justement des humains sur Mars? Des milliards de choses. Ce sont des choix politiques. On a fait les missions sur la Lune parce que c'était la guerre froide et donc les États-Unis ont choisi de mettre des milliards et des milliards sur la table pour, comme disait Kennedy, envoyer des hommes sur la Lune avant la fin de la décennie. Il y a aussi des freins en termes de sécurité des astronautes. On ne sait pas régler le problème des rayons cosmiques. On ne sait pas poser plusieurs tonnes à la surface de Mars. Ça, c'est un frein technologique, par exemple. On sait poser des rovers qui pèsent 1 tonne 5. On ne sait pas poser 40 tonnes. On ne sait pas faire ça, on ne l'a jamais fait. Et, ce serait risqué de le faire pour la première fois avec des gens à l'intérieur. Ce genre de mission, aussi dangereuse, aussi longue, il faut tester les engins, il faut tester les logiciels, il faut tester la technologie, il faut tester les lanceurs, il faut tout tester. Donc c'est pas pour tout de suite? Non, c'est bien, on fait des simulations depuis 20 ans, 30 ans, on tourne autour de la Terre, voilà, depuis 20 ans avec l'ISS, avec Mir avant ça, enfin bon. Et voilà, on l'a fait pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans.
Bon, Ouais. maintenant il serait temps de retourner sur la Lune, puis d'aller vers Mars accessoirement, et plus loin, pas vers l'infini et au-delà, hein, mais la première femme sur la Lune, ouais, ce serait quand même un bon Ce serait début. assez incroyable. Ce serait un bon début, parce Ouais. que 12 hommes sur la Lune, pas une femme, bon, on est en 2022. Hein. Mais normalement, à la première mission Artemis habitée, comprendra un homme et une femme. Merci pour tout, Florence. C'était très chouette de discuter avec toi de Mais tout merci ça. à toi, Marion. Voilà. Et merci à vous. J'espère que cet entretien vous a plu. On se retrouve très rapidement sur String Theory.